Salut! Comment allez-vous? Ben, il y a Sean qui se plaignait là, que je disais toujours bonjour et bienvenue, chers étudiants et étudiantes. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit salut. La prochaine fois, je dirais yo, là, faut voir c'est quoi que ça va me tenter de dire la prochaine fois. Comment allez-vous, chers étudiants, au temps comment vont vos amours au temps du choléra? Est-ce que ça se passe bien? Votre prof, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours d'éthique. Et, ben, il ne faut pas l'oublier, ce cours d'éthique. Rendez-vous hebdomadaire, c'est un peu à ça que ça sert. Donc, chaque semaine, on prend notre petit café ensemble, puis on se rappelle. C'est vrai, j'ai le cours d'éthique. Il faudrait peut-être faire un module cette semaine. Donc, une fois par semaine, on se dit coucou. On regarde les tâches à faire. Parfois, on fait un caout. Faut voir. Aujourd'hui, je suis accompagné. J'ai presque été, encore une fois, accompagné ici à mon bureau de Valérie. Malheureusement, Je sais. toujours à distance. Comment ça va, Valérie? Ça va bien, je sais, j'ai hâte, j'ai hâte, mais c'est comme je te faisais la blague. C'est dur de prévoir des rendez-vous maintenant avec une distance pour pouvoir se promener. C'est ça, c'est ça. Non, maintenant, là, on est habitué, là, on ferme. Des fois, là, je suis sur 2 rendez-vous, là, puis je le dis à personne, mais j'ouvre l'autre rendez-vous en même temps. Puis, de toute façon, tu sais, je fais juste opiner du bonnet, là, puis tu fais semblant d'écouter l'autre. Donc, des fois, ça arrive comme ça, là. On enligne ça, on a à peine 2 minutes pour se retourner de bord. Alors qu'avant, il fallait prévoir une demi-heure minimum pour se déplacer. Ben, merci d'être là, Valérie, même à distance, Écoute, c'est toujours apprécié. on va miser sur la semaine prochaine, ça fait plaisir. On croise nos doigts. On va prier encore une semaine, le Dieu COVID, puis on va souhaiter que tu sois là. Donc, merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. Bienvenue à votre cours. Bienvenue à votre podcast aussi. Pour ceux qui sont abonnés au podcast, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode 37. C'est un épisode extra. Là. Je fais parfois des entrevues comme ça avec des anciens étudiants qui ont suivi le cours, mais là, c'est intéressant de les rencontrer. J'aimais beaucoup ces rencontres j'aime beaucoup rencontrer mes anciens étudiants où là, ils ont toujours des anecdotes, là, des problèmes éthiques. Là, maintenant, ils en ont à la tonne puis sont prêts à m'en raconter. Puis, c'est justement là, pour cette raison-là que j'ai décidé de parfois inviter des anciens étudiants ici, là, dans mon bureau avec les micros, puis on discute d'éthique, mais d'éthique très concret et c'est très appliqué pour vous, là. C'est des anciens étudiants qui, des fois, font même des liens entre le cours et les enjeux éthiques rencontrés sur le travail, sur les lieux de travail. Et cette semaine, dans le dernier épisode, je recevais Vincent Guillemette, qui travaille en informatique. Vincent était étudiant avec moi en 2014. C'était une autre époque, 2014. Hein? Donc, lui, c'était au mois de 2014. On s'est rencontrés pour l'entrevue. Je pense que ça fait plus d'1 an. Là. À l'époque, on pouvait se rencontrer justement à mon bureau, puis c'était simple. Vincent, il travaille ici à l'université, donc c'est pour ça qu'on s'était croisés. On s'était croisés, il s'était mis à me raconter ses problèmes d'éthique. Puis je lui ai dit, ben, tu pourrais passer au bureau un après-midi après le boulot. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, plein d'histoires à me raconter sur l'informatique. Donc, c'est pour vous, là, c'est un champ qui vous intéresse. Vous souhaiteriez travailler dans ce domaine. Ben, venez écouter ou allez écouter Vincent qui nous raconte quelques problèmes concrets appliqués que vous pourrez rencontrer dans l'exercice de votre profession. Changement de sujet, bonne nouvelle, les TP1 ont été corrigés en 3 jours. Applaudissements, Yes, s'il vous plaît. tiens. Merci. Il y a mes chats qui m'ont regardé aussi. Merci Valérie. Donc, en 3 jours, donc je m'étais réservé ces 3 jours-là justement pour vous faire ça le plus rapidement possible. Je le sais que dans certains cours, vous attendez longtemps après vos corrections, puis je me suis dit que c'était pas vrai là, pour un travail si court, j'étais capable de le faire. Donc, vous allez trouver dans vos boîtes de dépôt, donc 3 documents.
un document, une grille d'évaluation que j'ai complétée. Ça vous permettra de savoir là, c'est quoi les critères sur lesquels j'ai accroché, puis quels sont les petits dixièmes de points, parce que c'est souvent le cas là, que je vous ai prélevé sans plus. Il y a votre document que j'ai édité et j'ajoute au besoin parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un paragraphe. Souvent, il n'y a même pas de faute dans un paragraphe. Donc, j'ai fait quelques commentaires, mais j'ai quand même fait des commentaires aussi et surtout audio. Donc, pour mettre le ton, vous dire comment j'ai reçu votre TP, où j'ai accroché souvent, puis pourquoi vous avez perdu quelques dixièmes de points. Puis, je vous donne aussi quelques commentaires sur le TP2 qui s'en vient. Donc, je vous invite vivement à aller écouter aussi cette capsule audio. J'en ai fait 34, donc si vous pouviez en écouter la moitié, ça m'encouragerait à continuer à faire des rétroactions comme ça audio. Bravo pour votre TP1, en fait. C'était plutôt bien réussi. C'est pas comme si c'était si compliqué que ça, là. C'est un paragraphe. Vous avez à décrire un problème éthique que vous pourriez rencontrer. Donc, c'est pas très sorcier là, ce que je vous demandais, mais néanmoins, là, il y a eu du sérieux. Puis ça a été très bien réussi. Donc, si vous avez des commentaires sur la correction, ça sera un commentaire général là, pour toute correction, que ce soit la correction du TP1 ou du TP2. Là, Valérie aussi aura corrigé le TP2 qui, lui, est beaucoup plus long et substantiel. Et, c'est toute qu'une tâche de corriger le TP2 pour l'avoir fait à quelques reprises. Concernant la note, c'est difficile de corriger. Je ne sais pas si vous l'avez fait souvent dans votre vie, mais corriger, c'est difficile. On tente, surtout avec des documents comme ça écrits qui peuvent être assez longs, là, comme le TP2, on tente de vous donner la note la plus juste possible. On a des grilles. On essaie de répondre à la grille. Ça se peut qu'on se trompe légèrement un peu. Puis, si ça se passe, donnez-nous le bénéfice du doute. On essaie de vous donner la note la plus juste possible. Donc, si vous voyez de légères imperfections, c'est évidemment possible. Écrivez-moi pas une lettre avec des points d'exclamation. J'aime pas vraiment ça. Contentez-vous là, de m'écrire une lettre là, dans laquelle vous allez préciser le critère. Donc, on vous donne une grille critériée. Là, prenez le critère. Dites-moi pourquoi vous avez été trop sévèrement noté. Dites-moi la note que vous auriez méritée. Hein, ça, il faut le dire aussi. Pas juste je pense pas mériter ça. Ouais, je pense pas mériter ça, mais je penserais mériter combien. Et vous me donnez les raisons aussi. Pas juste j'ai fait un effort. J'ai fait un effort, mais malheureusement, c'est pas concluant cet effort-là. On pourrait vous répondre ça aussi. Mais si vous avez de bonnes raisons, invoquez-les. Puis je suis tout à fait ouvert à recevoir vos doléances, vos plaintes, en autant qu'elles soient raisonnables, raisonnées. Puis souvent, j'ajuste. Pas toujours à la hausse. Mais je révise la correction, évidemment, mais la plupart du temps, oui, effectivement, on a été légèrement un peu trop sévère. Puis on se réajuste. Hein. Le but, c'est pas de faire une guerre avec ces corrections-là. Là, on essaie de vous aider à améliorer ces documents, à parfaire vos compétences et non pas faire une guerre d'ego. C'est vraiment pas ça l'objectif de tout ça. En passant, je me permets de vous souligner que même si le TP1 a été réussi, le TP2, lui, il est plus substantiel. Donc, préparez-vous. Là, même si le TP1 était peut-être réalisable en une soirée, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont choisi cette voie. Le TP2, lui, est beaucoup plus long. Donc, je vous conseille vivement de vous y plonger le plus rapidement possible. Et pourquoi pas dès ce week-end, hein, si ça vous tente. Et dans les prochaines semaines, donc ce que vous devrez faire pour ce TP2, vous devrez prendre votre TP1, passer à travers la grille d'analyse et éventuellement produire un rapport décisionnel, rigoureux, documenté, bien écrit, qui respecte la structure. Je vais vous en proposer une dans les prochaines semaines. Respecter les critères, les exigences.
Attendez pas à la dernière minute. Donc, Valérie est là pour vous accompagner pour produire le meilleur, et moi aussi, je serai là pour vous accompagner pour produire le meilleur document possible. Planifiez vos travaux, planifiez des moments pour nous soumettre vos travaux en cours de route, parce que si vous attendez la dernière semaine, ça se fait en une semaine. C'est à peu près 10 heures de travail. Mais ça se fait en une semaine, mais ça se peut que je n'ai pas 10 heures à consacrer à votre travail dans la dernière semaine. Donc, soyez prudents là, dans la gestion, surtout si vous voulez des rétroactions de Valérie et moi. Donc, voilà, correction, 34 documents, c'est fait, TP1, documents lus, corrigés, 34 grilles de correction. 34 fichiers audio et tout ça en 3 jours. Donc voilà, allez-vous en parler sur Spotted Laval? Je ne pense pas. et c'est bien ici. Hein? Le travail honnête reste invisible. Tiens, ça va être un thème là, qui va revenir dans le cadre du cours. Donc maintenant, c'est le TP2 qui vous attend. Une gorgée de café. Donc, votre TP1, vous allez le renommer TP2 si vous travaillez dans un Google Docs. Sinon, assurez-vous que Valérie et moi ayons accès à vos documents. Donc, si vous voulez qu'on soit capable d'éditer, commenter, assurez-vous. Je pense que j'ai encore 2 équipes qui n'ont pas de documents partagés. Ça va être difficile pour nous de commenter là-dessus. Donc, faites-moi ça rapidement. Et ce que vous allez faire, encore une fois, vous allez prendre votre TP1, vous allez compléter la grille comme vous pouvez en faisant des efforts rigoureux, pas nécessairement en y passant là, des dizaines d'heures. Là. Le but, c'est de voir là, c'est quoi les contraintes de cette grille-là. La grille vous oblige à réfléchir à toutes sortes de choses. Le but, c'est de passer à travers la grille rigoureusement, honnêtement, mais pas là, en vous enfargeant là, dans quelques étapes là, qui vous causent quelques soucis. Allez voir dans les explications de Legault. Mais je ne veux pas là, que vous stagniez à une étape là, pendant des semaines. Ce serait tout à fait improductif. Et deuxième étape, une fois que vous avez passé à travers la grille, vous rédigez un rapport décisionnel. Donc, en gros, la structure, c'est, vous m'expliquez votre TP1, donc une demi-page peut-être. Vous me dites votre décision, clairement. Hein, vous aviez un problème, vous avez une décision, vous la dites clairement, simplement, de façon très concise. Et vous m'expliquez pourquoi votre décision, ça c'est l'argumentation, donc pourquoi votre décision c'est la meilleure au monde ou presque. Et vous m'expliquez comment ensuite mettre en œuvre votre décision. Et vous me dites ensuite, dans les recommandations, quoi faire pour résoudre plus aisément ce genre de problème ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de problème. Donc, c'est ça à quoi je m'attends avec ce fameux TP2. Donc, encore une fois, c'est long. Vous allez y passer 10 heures. Je vous suggère vivement de le faire maintenant et de commencer à planifier les travaux. Mais là, c'est ça. Il y en a plusieurs qui vont décider à reporter. C'est correct, c'est de bonne guerre, mais il va falloir rapidement commencer à planifier l'ensemble des travaux. Ouais. Autre sujet. Il y aura un caout aujourd'hui à la fin. J'en parlais un peu dans notre avant-enregistrement du podcast. Donc, ce sera un caout récapitulatif pour vous préparer à l'examen de mi-session. L'examen de mi-session sera disponible dès aujourd'hui, dès ce mardi, dès 13h30. Et cela, il sera en ligne jusqu'à dimanche, 23h59. Donc, pour vous préparer à cet examen, j'ai un autre petit caout amusant. Cette fois, je n'en ai pas fait la promotion pour être sûr que les étudiants qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui aient cette récompense. Donc, juste après l'enregistrement du podcast, il y aura ce caout. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter de nouveau nos récipiendaires la semaine dernière, Benjamin, Hugo et Élie, qui ont remporté le dernier caout. Et qui ont gagné le trophée champion de caout. Donc, je leur ai envoyé une petite badge.
Bon, je le sais que vous aimez les caoutes. Je le sais que ça stimule votre présence en classe. Ça stimule votre engagement. Puis, puis ça contribue à maintenir votre rythme de présence à ces cours. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là, ben, parfois, j'organise des petits caoutes comme ça à la fin des enregistrements. C'est des questions de caout, ce n'est pas des questions d'examen. Il faut que ce soit possible d'y répondre avec 4 choix de réponse, que ça se fasse vite. Donc, ce n'est pas toujours exactement les questions d'examen, mais il y a des questions qui peuvent ressembler à des questions à choix de réponse d'examen, tout à fait. Donc, pour ceux et celles qui écoutent le podcast, sachez que vous pourrez voir ce caout en rattrapage. Donc, pour vous, vous irez voir dans la classe virtuelle de l'ENA du cours pour voir le caout en question. Les forums maintenant. Bravo pour votre participation au forum. Il y en a plusieurs qui ont posé des questions sur la note. Donc, quand est-ce que ça va être publié, cette note-là? Il y en a qui m'ont écrit. La note concernant les forums, je vais publier une note provisoire, en fait, probablement pendant la semaine de lecture. Donc, cette note provisoire-là, ça vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre progression sur cette évaluation toute particulière. Donc, typiquement, il y a 10 contributions au minimum à faire sur ces forums. Donc, je vais vous publier une note provisoire. Et en fonction de vos premières plutôt contributions, ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Puis tranquillement, là, je vais ajuster cette note provisoire, je vais la modifier au fil des semaines là, pour que vous voyez le reste de votre progression, comment vos nouvelles contributions participent à accroître cette belle note. J'en profite pour vous féliciter aussi pour les premiers forums. Là. Ça commence à faire du sens, tout ça. Là. Je sais que l'outil est mal conçu, j'en ai déjà parlé. Mais il y en a plusieurs qui ont commencé à produire des contributions là, qui sont très intéressantes. J'ai vu des schémas, des lignes du temps, j'en ai vu des tableaux récapitulatifs, des résumés avec des listes, des résumés, des schémas récapitulatifs de résumés synthétiques, de résumés. Donc, vous voyez un peu l'esprit, là. Puis, tranquillement, ça commence à faire du sens, ces forums. Donc, merci à ceux et celles qui tentent de faire un peu d'ordre dans cet outil. Pour vous, pour votre compréhension, pour votre étude aussi, ce sera utile d'avoir certains billets là, qui prennent la peine de synthétiser le meilleur contenu que vous avez vous-même produit. Cours numéro 6, donc module numéro 6, nous y sommes. Qu'est-ce qu'on fait dans le module 6? En fait, vous avez vu, au module 5, je vous ai raconté l'histoire du système professionnel. Maintenant, vous allez explorer le résultat de cette histoire. C'est quoi le photo finish? À quoi ça ressemble en ce moment, le système professionnel? Donc, le système professionnel, à quoi ça ressemble aujourd'hui? D'abord, il y a l'existence d'un code professionnel, il y a l'existence d'un code de déontologie. D'ailleurs, je vous suggère d'aller lire votre code si ce n'est pas encore fait, de vous trouver le code. Il y en a plein des copies qui circulent sur Internet. Lisez-le, buvez un peu de café, puis relisez-le là, pour être sûr de bien le comprendre. Ce pas des documents qui sont très compliqués, très longs, mais ça vous permettra de cerner un peu c'est quoi l'esprit qui se cache derrière ces codes de déontologie professionnelle, la structure de tout ça. D'ailleurs, dans l'antichambre, juste avant cette rencontre d'aujourd'hui, je demandais aux étudiants en classe synchrone quels sont les 3 principaux destinataires du code de déontologie. Lorsque vous allez consulter ces codes, les 3 principaux destinataires, la plupart des codes sont construits un peu de la même manière. C'est toujours 3 grandes parties là, qui sont liées à les devoirs et obligations envers le public. L'aviez-vous deviné? Le public, le client et la profession. Donc ça, c'est absolument les 3 grands destinataires de ces codes de déontologie professionnelle. Les devoirs et obligations envers le public, envers le client
Et cela dit, le client, ce n'est pas celui qui paie, c'est celui qui vous paie. Hein. Pour votre ordre professionnel, le client, c'est celui qui est le premier bénéficiaire de vos services, celui qui vous verse un salaire ou des honoraires. Donc, c'est lui votre principal client. Lui aussi a peut-être des clients, mais ce sont ses clients. Ce ne sont pas vos clients, du moins, c'est comme ça qu'on conçoit le client par votre ordre professionnel. Le troisième, la profession. Donc, vos devoirs et obligations envers vos collègues, envers le titre, de protéger le titre, protéger les actes aussi qui sont protégés. Et si vous m'avez bien écouté et que vous avez déjà retenu ces 3 principaux destinataires, dans les objectifs du module 6, le premier objectif, on mentionne énoncer les traits principaux du code de déontologie. Ils sont là. Donc, 3 principaux destinataires, le public, le client et la profession. Parmi les objectifs de ce module, il y a aussi présenter les valeurs de votre profession. J'ai demandé aussi aux étudiants qui étaient en classe avant l'enregistrement de chercher un peu les valeurs de votre ordre professionnel. C'est le deuxième objectif donc, du module 6. Valérie, est-ce qu'il y a eu des réponses au début du chat sur ces valeurs-là? Ben non. Alors voilà, maintenant, vous ferez votre effort, vous irez voir pour vous. Je vais vous résumer un peu les principales valeurs qu'on voit chez les différents ordres professionnels, mais faites votre effort, allez voir plus spécifiquement votre ordre professionnel, quelles sont les valeurs qui sont promues. Vous irez voir là, que c'est pas toujours organisé et systématisé comme je vais vous le présenter aujourd'hui. C'est souvent une liste de valeurs mal définie. Souvent, il y a des synonymes qui sont ensemble. On ne sait pas trop exactement ce qu'il y a. Il y a des redites aussi. Là, donc, on va utiliser un mot, on va dire « soyez compétent », puis plus tard, on va vous dire il y a aussi la valeur de responsabilité, puis la responsabilité, c'est être compétent. Donc, vous voyez, il y a des redondances un peu comme ça là, qui complexifient tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un peu de ménage là-dedans. Donc, je vous explique mon organisation, à quoi ça ressemble. Je dirais qu'il y a une première catégorie de valeurs qui sont là qui traversent l'ensemble des professions. C'est celle de compétence. Donc, la compétence, c'est elle qui est toujours là, qui est mise de l'avant plutôt. Par compétence, c'est quoi? C'est être connaissant, être savant, être expérimenté, instruit, tout ça, là, ça fait partie de la compétence. Être là pour défendre justement ce savoir, défendre la science, la rigueur de la science, tout ça, ça fait partie des valeurs qui habituellement sont associées à compétence. Donc, il y a toutes sortes de devoirs qui sont associés à ça, le devoir de connaissance, évidemment, le devoir de formation, donc arriver formé pour exercer cette profession-là et aussi continuer d'être formé. Donc, formation, compétences, formation continue, ça fait partie de ça. Autre valeur qui est également là dans le champ de la compétence, c'est les limites, le champ des limites des compétences. Donc, je dirais que c'est une sorte de devoir d'humilité, on va le nommer comme ça. Donc, connaître, c'est quelque chose, être compétent, c'est une chose, mais aussi savoir et connaître les limites de ces connaissances ou les limites de ces compétences-là, ça fait aussi partie des valeurs de votre profession. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a toutes sortes de déclinaisons, là, vous allez voir, mais ça revient souvent dans les ordres professionnels. Savoir, mais aussi savoir les limites de ce savoir-là. C'est pas un jeu de mots, là, c'est essayer de bien cerner ce champ-là. Là. Il y a plusieurs des fautes, même professionnelles, qui sont liées au fait qu'un professionnel pose un geste qui est en dehors de son champ de compétences. Ça fait partie de vos responsabilités éventuellement. Oui, être compétent, mais aussi savoir que, là, je suis ingénieur chimique, là, je n'irai pas construire un pont. Là. C'est quoi cette histoire-là? Donc, savoir un peu les limites de votre champ de compétences. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième, donc première catégorie, compétences. Deuxième, l'honnêteté. Donc, l'honnêteté, ça revient souvent
C'est un terme qui est riche, l'honnêteté, là, mais je dirais que le sens qui se cache souvent derrière le terme d'honnêteté, c'est l'idée d'être au service là, de la justice, d'être au service des normes, des règles, être au service de la vérité aussi. C'est une valeur qui n'est pas souvent mentionnée, mais qui traverse, je dirais, les explications. Donc, servir la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Respecter les lois, les règles, les principes d'égalité, traiter des clients, donc de la même façon. Servir le principe d'équité aussi, ça fait partie, c'est souvent inclus dans l'honnêteté. Donc, équité au sens de, non, c'est ça la nuance, là, traiter, le principe d'égalité, c'est traiter tout le monde un peu de la même façon. Le principe d'équité, c'est de tenir compte du fait qu'il y a parfois des inégalités, puis tenir compte de ces inégalités-là dans le traitement, là. Donc, entre autres, là, on voit ça avec comment gérer les honoraires. On doit donner les mêmes honoraires à tout le monde, mais il y a aussi dans cette catégorie-là l'idée qu'il faut aussi tenir compte des capacités de payer, étant donné qu'on donne souvent des services qui n'ont pas de prix. Pensez à un médecin. Il faut donner des honoraires aussi en fonction de ce que la personne est capable de payer. Il y a tout chez les avocats, par exemple, et ça vient aussi chez certaines professions, le principe de pro bono, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, équité en ce sens, il y en a qui ont de la difficulté à payer, mais ils ont quand même le droit à des services professionnels, puis il y a une façon aussi de tenir compte de ces inégalités-là. Donc, le principe d'équité est là. Donc, honnêteté, là, il y a toutes ces valeurs-là, là. Justice au sens d'égalité, équité. Et toujours honnêteté, je vous parlais de la vérité. Donc ça revient souvent. C'est pas toujours nommé vérité. Des fois, on a de la difficulté à affirmer là, une vérité avec un grand V. Donc ça, je comprends. Donc, il y a toujours des doutes et c'est bien. Mais ce qui se cache là, derrière cette valeur-là, c'est la rigueur, l'idée que le professionnel est là pour défendre les faits, s'appuyer sur des faits démontrés, s'appuyer sur la raison, la rigueur, et s'appuyer sur la science, mobiliser des études. Donc, tout ça, ça fait partie de cette valeur-là de vérité. Puis elle, je l'ai inclus dans la valeur d'honnêteté. Donc, honnêteté, il y a ce double sens-là, là. Honnêteté, être conforme aux lois, aux règles, aux principes de justice, et aussi honnêteté au sens de servir la vérité. Donc ça, c'est les deux premières catégories là, que j'avais envie de cibler avec vous. Donc, honnêteté, la deuxième, la première étant compétence. La troisième, une autre gorgée de café. La troisième, la valeur est celle de responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est un terme là, riche, profond, là, mais souvent le sens est un peu confus. On reviendra là, lorsqu'on parlera, il y a un chapitre sur le jugement, la responsabilité, puis on le déclinera là, avec plusieurs sens, le terme responsabilité. Mais je dirais qu'on peut déjà se concentrer sur deux sens. Être responsable, quand on vous dit ça, soit responsable, habituellement, il y a deux sens qui sont cachés. Il y a le sens rétrospectif, c'est-à-dire que vous êtes responsable des gestes que vous avez posés. Donc, c'est dans le passé, le rétrospectif. Donc, vous êtes imputable des gestes et des décisions que vous allez prendre. Donc, dans l'exercice du jugement professionnel, c'est un concept qui est très important, là. Vous prenez des décisions et vous êtes imputable. Donc, vous prenez le mérite, les honoraires, le prestige, mais aussi le blâme. Donc, ce concept-là, il est là. La valeur de responsabilité, habituellement, c'est celle-là là, qui se cache. Et l'autre sens, c'est prospectif. Donc, vous êtes responsable au sens pas seulement imputable de ce que vous avez fait, mais de ce qu'on s'attend que vous fassiez. Donc, prospectif, c'est un peu ça, là. C'est devant, c'est lié à votre rôle. Donc, vous avez plusieurs responsabilités. On vous donne, on vous attribue quelques responsabilités. Donc, vous avez un rôle social à exercer. Donc, ça fait partie
de l'autre sens de responsabilité qui se cache derrière cette grande famille qui est celle de la valeur de responsabilité. Donc, tout ça, là, je vous l'ai expliqué très succinctement, mais on y reviendra au module 7 lorsqu'on parlera de responsabilité et de jugement professionnel. Donc, les 3 premières catégories, compétences, honnêteté, 3e catégorie, responsabilité et finalement, la 4e catégorie, protection du public. Donc, celle-là, elle est là partout. Elle est explicite. C'est toujours mentionné de cette façon-là. C'est la valeur, je dirais, qui est au cœur de tous les ordres professionnels. Même ceux qui ne font pas dénoncer de valeur en tant que telle vont mentionner l'idée de protection du public. Donc, elle est toujours là. La question qui reste et qui demeure, c'est quoi le public? Donc, on veut protéger le public, mais qui est exactement ce public? La réponse à cette question-là, là, c'est le public, c'est tout le monde, OK? C'est votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est la société dans son ensemble. Vous devez tenir compte de la sécurité publique, du bien public, de la paix sociale, de santé, sécurité publique. Donc, tout ça, c'est des déclinaisons de cette valeur qu'on nommera la protection du public. Donc, c'était l'objectif 2 de ce module. Saisir, comprendre les valeurs associées à vos ordres professionnels. Donc, je les ai regroupés. Vous irez faire l'effort là, de consulter le site de vos ordres professionnels respectifs. Mais je les ai regroupés en 4 catégories: compétences, honnêteté, responsabilité et protection du public. L'objectif 3 du module 6 est un objectif de pertinence, c'est-à-dire que, idéalement, vous devriez être capable, en ce moment, ou du moins à la fin du module 6, d'être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Hein, si quelqu'un vous demande à quoi ça sert, ça, les ordres professionnels, puis réglementation des professions, puis pourquoi, puis c'est pas pertinent, puis ça n'a pas de sens de payer aussi cher, vous devriez être capable de formuler une réponse à tout ça. Pas nécessairement de démontrer qu'elle est absolument pertinente, mais au moins de démontrer pourquoi ça a été mis en place, quelle est la pertinence qui se cache derrière au moins ce geste là, de mettre en place ce système professionnel. Et pourquoi travailler sur cette pertinence? Parce que, et ça aussi j'essaie de le faire dans ce cours, il y a une différence entre suivre une règle parce que vous devez suivre une règle, hein, parce qu'on vous y contraint, et suivre la règle parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en saisissez, ça revient au dernier module, parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en connaissez la pertinence, parce que vous en comprenez le sens. Donc ça reviendra, là, c'est une petite ritournelle que j'aime bien rappeler, là, mais faites le lien avec ce qui se passe avec la COVID-19. Là. La COVID-19, vous l'avez vu, là, vous avez vu comment se crée live, là, vous l'avez vu, comment se crée une réglementation, puis quels sont les défis que nous avons collectivement pour y adhérer. Donc, vous connaissez l'histoire. Maintenant, c'est intéressant de le voir là, en train de se construire. Vous connaissez l'histoire de cette pandémie, vous connaissez sa croissance. On est tous devenus des geeks, là. La virologie tout à coup. Là. Donc, vous connaissez la croissance, les conséquences, vous connaissez les mesures préventives, vous connaissez les valeurs sous-jacentes. Vous avez été témoin, là, il y a quelques mois maintenant, de l'appel à la bonne volonté des citoyens. On a dit, c'est important, la sécurité, la santé publique. Et vous avez vu que la bonne volonté des citoyens, mais ça fait un peu, mais ça ne fait pas tout. Donc, parfois, il faut ajouter des règles. Donc, ultimement, pour compléter notre bonne volonté, parfois, ajouter des règles un peu plus contraignantes. Et vous le voyez là, avec la COVID, il y a une différence importante entre, encore une fois, suivre ces règles
parce qu'on vous les impose. Il y en a que c'est le cas. En tant qu'il y a une différence morale. Donc, suivre les règles parce qu'on vous les impose, soit. Mais ce que je vous propose dans ce cours, c'est de suivre les règles, un peu comme la COVID-19, les suivre parce que vous en comprenez l'histoire, le sens et la pertinence. OK, gardons cet exemple-là en tête parce que la réglementation du système professionnel est pertinente aussi en ce sens. Quand on vous demandera de démontrer la pertinence, ben, il faut aussi invoquer l'histoire. Parce que vous, bientôt, le système professionnel, ben, on vous obligera à vous... il sera contraignant. Là, vous serez obligé de suivre votre code de déontologie professionnelle. Donc, est-ce que vous allez décider de vous y soumettre ou non? Ben, ce sera plus facile de vous y soumettre si vous en connaissez l'histoire, le sens, si vous en comprenez la pertinence. Donc, vous le voyez là, on travaille, en fait, c'est depuis le cours 1 que je travaille. Le premier cours là, sur cette voie-là, vous démontrez que ce système-là n'est pas sans faille, là, mais vous en démontrez minimalement l'histoire, le sens, la pertinence. Hein? Donc, on l'a vu au dernier module. D'abord, explorer l'histoire du système et comprendre le sens, les valeurs qui étaient à l'origine de ce système. Voir les errances, les problèmes, ça fait partie de l'histoire. Voir les conséquences de tout ça. Voir la naissance d'une réglementation qui n'arrive pas. La réglementation n'arrive pas pour vous donner des mots de tête parce que la paperasserie, c'est donc compliqué, tout ça. La réglementation arrive pour répondre à des problèmes et éventuellement, donc, comprendre le sens, les valeurs qui donnent sens. C'est ça le but de faire cette visite-là avec l'histoire. Comprendre le sens et les valeurs qui se cachent et qui ont donné sens à cette réglementation. Donc, aujourd'hui, dans le module 6, vous allez le voir, nous allons explorer à quoi elle ressemble, cette réglementation, comprendre sa structure, observer les principaux acteurs, essayer de voir là, c'est quoi les principales parties prenantes, aller voir les principales instances, les principales composantes de ce système, aller voir les lieux, les différents acteurs que nous avons collectivement créés au cours des 50 dernières années, hein, qui s'appelle le système professionnel. Donc, pour juger de la pertinence de tout ça, là, est-ce que les règles sont justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Éventuellement, on vous demandera de défendre le sens, de critiquer les manques. Donc, tout cela, c'est impossible si vous n'avez pas... Donc, démontrer la pertinence, c'est impossible si vous n'avez pas un peu enrichi votre compréhension du système professionnel, si vous n'avez pas vu un peu, minimalement, son histoire, son organisation. C'est facile de critiquer, là. C'est intéressant. Mes étudiants, dans les premiers cours, là, souvent, je l'ai fermé ce forum-là, mais avant, j'aimais bien m'amuser avec ça. À quoi ça sert, un ordre professionnel? Puis souvent, dans les premiers, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça ne sert à rien, puis ça coûte trop cher. Bon, OK, on va faire les choses dans l'ordre. On va le voir d'abord c'est quoi. On va voir à quoi ça sert. Puis éventuellement, vous me direz si vous êtes d'accord avec tout ça. Donc, je travaille avec vous sur ce terrain depuis le cours 1. Puis ultimement, comme avec les règles de COVID, hein, je souhaite que mes étudiants ne suivent pas seulement les règles, le code de déontologie seulement parce que vous devez suivre un code de déontologie. Ça serait triste qu'on passe à travers ce cours puis tout ce qui reste, c'est l'idée qu'il y a un code puis qu'on doit se contraindre, qu'on doit se soumettre au code. Ultimement, ce que je souhaite, c'est que vous choisissiez vous-même librement de vous soumettre à ces contraintes. Librement. Parce que vous pouvez faire d'autres choses. Donc, librement, parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en saisissez la pertinence, parce que vous en comprenez le sens. Et non pas parce qu'on va vous taper les doigts si vous ne suivez pas ce code de déontologie. Vous voyez la différence
morale qui se cache derrière cette intention-là. Quatrième objectif dans ce module 6, comprendre la structure du système professionnel. Donc, le système professionnel, là, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Désolé pour ceux qui écoutent le podcast. Là, vous irez voir le schéma, l'organigramme. Là, c'est un organigramme qui est important. Vous le voyez à l'écran, là, ça ressemble à ça, le système professionnel, lorsqu'on le regarde dans son ensemble. En bas, là, tout en bas, c'est vous. Désolé de vous le dire, là, mais c'est ce qui se passe. Après toute cette histoire du professionnel où les professionnels s'assemblent, ont toutes de bonnes idées, de bonnes valeurs, puis mettent les standards, puis veulent exercer excellemment leur profession, à la fin, on se retrouve avec un système où tout en bas, on a les membres et tout en haut, on a l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous voyez le chemin parcouru, là? On a passé d'un système social à la fin, un système qui est très bien balisé, très bien normé, où il y a des autorités importantes. Et au sommet de tout ça, l'Assemblée nationale et son représentant, la ministre, responsable du système professionnel. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu à l'écran, là, vous voyez, là, en ce moment, votre grande patronne, là, c'est Danielle McCann, donc, ou McCann plutôt. Danielle McCann, vous l'avez vu, là, elle était dans la première cellule de crise, justement, là, de la COVID. Donc, c'est elle maintenant qui a changé de fonction. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu des suites de la pandémie. Elle est toujours là. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et c'est à elle qu'on a confié la gestion. C'est elle qui est responsable du système professionnel en ce moment. Donc, Danielle McCann, c'est elle. Donc, 2018-2019, qui était là, c'était Sonia Lebel, que vous avez peut-être vu dans les vidéos de la commission Charbonneau, qui est toujours là en poste. Sonia Lebel est maintenant au Conseil du Trésor. Même Simon Jolin Barrette l'a remplacé en cours de route. Connaissez-vous Simon Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, chef de cabinet aussi. Danielle McCann, donc, elle est là maintenant. C'est peu importe le chemin, d'ailleurs, que vous choisissez, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est votre future grande patronne, là. Donc, si vous allez aux études supérieures, c'est elle la patronne, parce que c'est elle qui est responsable des études supérieures, la ministre responsable de l'enseignement des études supérieures, et c'est elle aussi qui est responsable du système professionnel. Donc, vous voyez le système, là, c'est assez hiérarchique maintenant. Les professionnels sont là tout en bas, ils sont représentés par l'Assemblée générale des membres, et cette Assemblée générale va nommer un conseil d'administration, un comité exécutif plutôt. Donc, ça fait partie des instances qui sont là, et toutes sortes de comités qui font partie du système professionnel. Donc, on a parlé des objectifs du module 6. Il y en aurait deux maintenant, deux autres objectifs à explorer. Vous irez les voir, entre autres, dans l'enregistrement du cours. Et dans les documents là, qui sont proposés dans l'ENA, on vous demandera entre autres d'expliquer sommairement le rôle des instances qui composent le système professionnel. Je vous invite à aller notamment consulter le site de l'Office des professions du Québec, site très important, le site du système professionnel du Québec aussi, donc des sites Internet où vous pourrez trouver toutes sortes d'informations pour mieux saisir à quoi ça ressemble le système professionnel en ce moment, quelles sont les instances, quels sont les comités, quelles sont les normes aussi. Vous allez trouver plusieurs choses aussi sur ce site. Et parmi les instances, on peut vous en donner, je vais vous en donner 3, là, je ne ferai pas le tour, mais peut-être 3 pour vous donner des exemples. L'Office des professions fait évidemment partie du système professionnel. C'est peut-être celui qui est au cœur du système professionnel en ce moment. C'est lui qui, l'Office, ceux et celles, les fonctionnaires qui travaillent là, leur fonction, c'est de veiller au respect par les ordres professionnels, au respect de leur mission. Quelle est leur mission? Silence.
protéger le public. Ça, si vous ne savez pas cette réponse-là à la fin du cours, on aura un sérieux problème. Et autre fonction, conseiller le gouvernement. Donc, dès qu'il y a des enjeux en matière de professionnalisme, si le gouvernement a besoin de se faire renseigner, il va consulter ses fonctionnaires, ses hauts fonctionnaires pour se faire briefer, avoir des conseils en la matière. D'autres comités internes, là, vous irez voir à quoi sur vos sites. Là, allez voir à quoi servent vos cotisations. Là. Allez visiter vos sites d'ordre professionnel pour voir à quoi ça sert tout ça. Plusieurs comités internes, des comités, celui qui est à l'écran, c'est le comité d'inspection professionnelle. Donc, c'est lui qui est mandaté pour surveiller l'exercice de la profession par les membres. Donc, c'est lui qui va faire une inspection, s'assurer que vous êtes compétent, que si vous posez des actes, que vous ayez les compétences pour poser ces actes. Donc, ça, c'est le comité d'inspection professionnelle. Donc, vous voyez, ce sont des vraies personnes, vrais professionnels comme vous qui exercent ces fonctions et qui se déplacent sur le terrain pour aller s'assurer que vous êtes compétent. Le bureau du syndic, tiens, ça, c'est une autre instance importante. Le bureau du syndic, aucun lien avec le syndicat. Donc, pour ceux là, qui sont toujours là, dans une compréhension parfois naïve de ce qu'est le professionnalisme, il y en a plusieurs qui confondent ça avec un syndicat. Pas du tout les mêmes fonctions. Et ça peut être confondant là, de voir le bureau du syndic, pas du tout de lien avec le syndicat. Le bureau du syndic, son rôle, c'est de veiller à ce que les membres respectent les lois, les normes, s'assurer que les professionnels respectent les règlements qui ont été adoptés, donc qui sont conformes et qui découlent du Code des professions. Donc, vous irez voir les autres instances là, sur le site de l'Office des professions, allez voir sur le site de votre ordre professionnel. Et je vous en présente aussi là, de façon très succincte dans l'enregistrement de cours. Et dernier objectif de ce module, d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc ça, c'est un objectif récapitulatif. D'abord, il faut que vous ayez compris que la fonction première, c'est d'assurer la protection du public. Et ensuite, expliquer comment et pourquoi. Expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public. Vous devez être capable vous devez avoir atteint les objectifs du module 5 et du module 6 pour atteindre ce dernier objectif cumulatif. Donc, être capable d'expliquer comment le système professionnel s'est conçu, donc comment les normes sont apparues, à quoi ressemblent les règles, quelles sont les instances et pourquoi. Justement, être capable de retourner dans l'histoire, voir comment a été conçu ce système, ça répondait à quels problèmes, quelles sont les failles qui ont été corrigées. Donc, ça fait partie de cette démonstration qui est liée au dernier objectif de ce module. Sinon, quoi faire d'autre au module 6? Aller lire, aller participer au forum, aller lire et aller participer au forum. Continuer vos travaux d'équipe, entamer le TP2 pour ceux que ce n'est pas déjà fait. Puis, n'oubliez pas de partager votre Google Docs. OK. Autre sujet d'aujourd'hui, examen de mi-session. Ça s'en vient. Quelle heure est-il? Oui. 13h21. Dans 9 minutes, l'examen sera en ligne. Et il sera en ligne jusqu'à dimanche prochain, 23h59. Donc, c'est la première fois que je donne cet examen-là là, sous cette forme. Donc, l'examen, ça va se faire où? À partir de votre lieu de confinement préféré. Là. Choisissez-vous un lieu où la connexion est bonne, où il n'y a pas un micro-ondes à côté qui nuit à votre... ça m'est arrivé à la dernière session. Le micro-ondes qui faisait des ondes là, qui faisaient planter ma connexion Internet. Donc, choisissez-vous un bon lieu pour faire votre examen. L'examen est divisé en 5 parties et vous avez accès à chaque partie pendant une durée de 30 minutes. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de faire. Vous commencez la partie, dès que vous l'ouvrez, là, vous avez 30 minutes pour la compléter et la soumettre. Et après, c'est réglé. OK?
Donc ça, c'est une façon de faire pour éviter entre autres les bugs informatiques. Là, il y en a plusieurs là, que on fait un examen très long, puis là, l'examen plante en plein milieu, les étudiants sont pris pour le refaire. Au moins, là, ça limite les dégâts lorsqu'il y a un bug technique. Le matériel permis, ben, c'est la première fois que je fais ça, seulement d'ailleurs pour l'examen de mi-session. Tout, hein, tout, sauf quoi? Ben, des anciennes copies d'examen. Donc, des anciennes copies d'examen, ben, il n'est pas supposé d'en circuler, je l'interdis formellement. Et quand je dis tout, s'il y en a qui sont tentés d'aller puiser sur Internet, ça se peut, mais faites-moi pas un copier-coller sans guillemets, sans source, là, parce que ça ne fonctionne pas du tout. C'est très facile à détecter pour nous aussi. Là, le contenu, là, c'est facile aussi pour nous de détecter tout ça. Donc, s'il vous plaît, si vous choisissez du contenu, c'est besoin de citer absolument une phrase. On met ça entre guillemets et on cite. Puis en même temps, abusez pas non plus. Si je vous pose une question et votre réponse, c'est une réponse entre guillemets, un gros paragraphe, ben là, moi, je veux pas non plus seulement savoir si vous êtes capable de citer, là. Je veux aussi savoir si vous êtes capable de comprendre aussi la question et si vous êtes capable de répondre à la question qui vous a été posée. Donc, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre. Donc, et j'ajoute même consultation d'autres étudiants. Oui, je vous rappelle, là, j'avais proposé la formule mariage, là, ça avait stimulé les discussions sur le chat, là. Donc, vous pouvez consulter un collègue, un ou une collègue pendant une partie d'examen et à chaque fois que vous allez ouvrir une partie d'examen, la première question, c'est faites-vous l'examen avec quelqu'un? Si oui, inscrivez le nom de la personne. Puis sinon, ben, inscrivez votre propre nom, là, mais c'est important d'écrire au moins quelque chose là, parce qu'il y a juste un petit point, là, c'était juste une formalité, mais quand même, si vous voulez avoir votre petit point, il faut mettre quelque chose, ça se corrige automatique, mais je veux savoir avec qui vous avez fait l'examen en question. Donc, c'est un exercice de transparence pour être sûr que tout ça, c'est permis, mais en même temps, je ne veux pas que ça soit fait en groupe et que ça se mette à être systématisé. Le but, c'est de réduire le stress au par cœur et non pas là, qu'on fasse les examens en groupe. C'est pas le but. Autre besoin pour l'examen, donc j'ai parlé d'une bonne connexion Internet, d'un bon PC. Je sais qu'il y en a qui... les PC, ils commencent à disparaître. Là. Il y en a plusieurs qui sont pris avec un téléphone intelligent. Ça se fait, là. Je l'ai fait avec mon téléphone intelligent, ça se fait, mais c'est vraiment pas optimal, OK? E-boy. En 30 minutes, il y a des questions en développement aussi. Il faut avoir les petits pouces assez alertes. Puis, il y a des questions là, où même visuellement, il y a une question, entre autres, où il faut réarranger des boîtes. Là. Oh là là, ça, c'est vraiment compliqué. Donc, ça se fait, mais vous serez absolument pénalisé là, si vous n'avez seulement accès à ça. Donc, choisissez-vous une bonne connexion Internet, puis assurez-vous d'avoir un clavier, un PC, une souris pas loin. Donc, ça serait important. Et cellulaire, l'affichage est petit en plus. Donc, vous serez averti. Dernière chose concernant cet examen, concernant les problèmes techniques. OK? Il y a toujours des petits problèmes techniques. Parfois, il y en a des gros. Rappelle-toi, Valérie, il y a... C'est quoi? C'est quoi, au printemps dernier? Les serveurs avaient planté pendant l'examen. Mais heureusement, l'examen durait... il était disponible pendant 3 heures, puis les serveurs avaient planté après 2h30. Donc, il y avait à peu près... je dirais 80% des étudiants même 90% des étudiants qui avaient terminé et soumis leur examen, mais il y en avait 10% qui ont paniqué solide parce qu'eux, ils n'avaient pas fini. On ne panique pas. Peu importe ce qui va se passer, là, je vous le dis, là, s'il y a un problème technique, il y a un numéro qui apparaît à l'écran, c'est le 418-656-5222, ou si vous n'en souvenez pas, écrivez CS-type ou informatique, Université Laval, communiquez directement avec les services en informatique ici à l'Université Laval pour vous dépanner. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Mais, cela dit, s'il y a un problème technique, on ne panique pas.
Vous restez calme, c'est ça. Vous évitez les courriels avec des points d'exclamation encore et vous vous contentez de documenter l'événement. Donc, vous prenez des print screens, là, des saisies. C'est quoi en français? Des imprimés. Capture d'écran. Capture d'écran, merci Valérie. Et vous prenez en photo les messages d'erreur affichés ou à quoi ça ressemble. Et on va trouver ensemble une solution. Donc ça, c'est la règle de base, là. Problème informatique, on trouve ensemble une solution. Puis s'il faut reprendre une partie d'examen, vous prolongez, vous ne serez d'aucune manière et d'aucune façon pénalisé pour un problème technique. Aucun. OK? Aucun étudiant ne va être pénalisé pour un problème technique. Donc, si ça se passe, on ne panique pas, vous m'écrivez, puis dans la semaine, on trouve une solution, puis ça va se faire. C'est déjà arrivé, on a trouvé des solutions, puis je me suis pas retrouvé sur Spotted U Laval. OK, bon, je vous avais promis un dernier caout avant l'examen. On y va. Et pour ceux et celles qui sont en podcast, mais c'est tout. Je vous salue. Puis, on se revoit bientôt, la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et excellente semaine. Bye bye. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Bonjour à vous, chers fidèles du podcast. L'indice cette semaine sera la date de création du Code des professions. Et cette date, vous la savez, c'est 1973. 1973. Vous n'avez qu'à m'envoyer ces petits chiffres. 1973. 1973. Bonne semaine. Bye bye.